Bonjour à tous. Bonjour, j'espère que vous êtes bien installés. Nous sommes la classe de 84 du collège Amédée Modigliani dans le 15e arrondissement. Notre classe a été sélectionnée par la Cité des Sciences pour organiser cette conférence. Nous avons choisi le thème de la communication animale parce que ce thème nous plaît et j'espère que ce thème va vous plaire. Aujourd'hui, en collaboration avec la Cité des Sciences et de l'Industrie, nous avons donc le plaisir de vous accueillir ainsi que de vous présenter la conférencière du jour, Fanny Ribach. Fanny Ribach est une enseignante-chercheuse à l'Université de Paris-Saclay en bioacoustique. La bioacoustique est l'étude de la communication sonore chez les animaux. Elle étudie les vocalisations des oiseaux en analysant les caractéristiques physiques. Son travail consiste à enregistrer le chant des oiseaux, puis l'analyser en laboratoire et légèrement le modifier et le renvoyer aux oiseaux pour voir les modifications afin de comprendre la relation entre le chant et l'information qu'il désigne. Aujourd'hui, cette conférence va se concentrer sur principalement comment on fait tout ça et à quoi ça peut nous servir. Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. Tous les élèves qui viennent me présenter et qui viennent de présenter le sujet de la conférence. J'ai un peu l'impression qu'ils ont déjà dit beaucoup de choses. On va essayer de revenir dessus au cours de ce temps qu'on a ensemble, cette conférence. Alors moi, je m'appelle Fanny Ribach. Je suis effectivement enseignante-chercheuse à l'université. Qu'est-ce que ça veut dire d'être enseignante-chercheuse? Ça veut dire que j'ai deux métiers. J'enseigne, donc je donne des cours à des élèves qui sont un peu plus âgés que vous, à l'université, à des étudiants. Et puis, par ailleurs, je fais de la recherche. Et mon domaine de recherche, c'est la communication sonore chez les animaux. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer, de vous introduire à comment on fait de la recherche sur les signaux sonores produits spécifiquement par les oiseaux. Donc on va parler de signaux sonores, on va parler d'oiseaux et on va parler de comment on les étudie. Pour commencer, sur les personnes que vous avez sur cette diapositive, en fait, ce sont les membres de l'équipe de recherche dont je fais partie. C'est l'équipe communication acoustique au sein de l'institut dont on fait partie, à l'université Paris-Saclay. Et comme vous le voyez sur ces photos, tous les membres de cette équipe travaillent sur la recherche sur les signaux sonores chez les animaux, qui peuvent être très divers. Ce n'est pas forcément les oiseaux. Ça peut être... D'ailleurs, on va en parler, en fait. On va se demander, en fait, qu'est-ce que ça veut dire les signaux sonores, c'est quoi? Et quels sont les animaux qui utilisent des signaux sonores? Quels sont les animaux qui produisent des signaux sonores pour communiquer? C'est ce qu'étudie une discipline scientifique qui s'appelle la bioacoustique. Donc, moi, je suis enseignante-chercheuse en bioacoustique. Tous les membres de l'équipe que je viens de vous montrer dans la diapositive précédente travaillent en bioacoustique. Et qu'est-ce que c'est la bioacoustique? C'est l'étude scientifique des sons produits par les animaux. Sur cette illustration, vous avez des dessins d'animaux. Et en fait, ça retrace un peu, c'est une espèce de résumé de quels sont les animaux qui produisent des sons et les utilisent pour communiquer. Alors, par exemple, vous avez des grenouilles. Vous avez quelques lézards qui produisent des sons et qui les utilisent pour communiquer, mais aussi des tortues. Peut-être que vous ne saviez pas, mais il y a aussi des poissons
qui produisent des sons et qui les utilisent pour communiquer. Et puis il y a plein d'insectes qui produisent des sons et qui les utilisent pour communiquer. Et puis aussi des crocodiles. Et puis on se demande aussi si... et puis bien sûr des mammifères. En fait, les signaux sonores pour communiquer, ça existe chez tous les vertébrés. Alors, comme exemple de vertébrés, on a par exemple les mammifères, et parmi les mammifères, l'espèce humaine. Voilà, vous êtes des vertébrés, vous produisez des sons pour communiquer. Et puis parmi les vertébrés, vous pouvez avoir aussi les oiseaux, dont on va parler aujourd'hui. Et autre grand groupe chez qui on produit des sons pour communiquer, le groupe qu'on appelle les arthropodes. Et chez les arthropodes, vous allez avoir des araignées, vous allez avoir notamment des insectes, et puis des crustacés. Il y a même des crevettes qui produisent des sons et qui les utilisent pour communiquer. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les oiseaux. Sur les oiseaux, et j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez une idée de combien il existe d'espèces d'oiseaux différents dans le monde entier? Alors, il y a des mains qui se lèvent, c'est très bien. Est-ce que tu peux... Oui, toi qui es tout derrière au fond, est-ce que tu peux me dire? Tu te dirais combien? 30. C'est plus. Alors, en rose? 45. Alors, je parle bien dans le monde entier, pas seulement à Paris. Alors, je vais prendre une dernière réponse. Alors, oui, toi là-bas, tout au fond, à côté de la dame en blanc. Oui? 163, c'est précis. 263, pardon, j'ai mal entendu. Alors, c'est beaucoup plus. En fait, il y a 10 000 à peu près espèces d'oiseaux dans le monde entier. 10 000 d'espèces d'oiseaux, donc ça fait une sacrée diversité. Alors ici, vous avez quelques espèces d'oiseaux et qui vous permettent de voir toute la diversité de leur forme, de leur couleur, de leur taille. Peut-être que parmi ces oiseaux que vous voyez visuellement, il y en a que vous reconnaissez, d'autres que vous ne connaissez pas. Il y a vraiment des oiseaux du monde entier. Alors on ne va pas parler de toutes les espèces d'oiseaux, mais en fait ces espèces d'oiseaux, il y en a énormément qui produisent des sons. On va dire qu'ils vocalisent. Et parce que les oiseaux sont très divers, les vocalisations sont très diverses. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter quelques vocalisations d'oiseaux. Alors je vais vous faire écouter un certain nombre de sons. Et puis après, on va essayer de voir si vous avez une idée de qui produit ces sons. Alors, je vais commencer par celui-ci. Et je vous donne juste un indice, c'est vraiment tous des oiseaux qui produisent ces sons. Si j'arrive à retrouver ma souris, voilà. Écoutez-le bien, on va prendre le temps d'écouter. Okay. Alors, il y a plein de mains qui se sont levées. Je vais prendre... allez, toi. Oui. Un hibou. Non, c'est pas un hibou. Alors, gardez vos idées. On va voir si elles correspondent. Je vous fais entendre un autre oiseau. Alors, ça va venir. Ça vient pas tout de suite. Mais ça va venir.
Alors c'est vraiment un oiseau qui produit ce son très grave, ce boom. Est-ce que quelqu'un a une idée? Toi, tu as une idée là au 4e rang qui lève le... Oui, toi là? Non? Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Pardon. Non, c'est pas grave. Gardez vos idées. Imaginez, en fait, ça sert à ça aussi les sons. Ça peut permettre, juste même si on n'utilise pas notre vision, on peut essayer de se représenter qui produit ces sons. Et je vous en fais un autre. Alors là, il y a plein de mains qui se sont levées spontanément dès la première note. Alors je vais te demander à toi, oui? Ah, c'est pas mal, mais c'est pas un rouge-gorge. Oui, toi là? Un pivert. C'est joli. Non, c'est pas un pivert. Dis donc, c'est super, vous connaissez plein de noms d'oiseaux. Je vous en fais écouter un autre. Alors on va se mettre là. Il y a une inversion dans les trucs. Quelqu'un a une idée? Oui, toi? Oui. Un poussin. Alors oui, parce qu'il y avait des sons tout petits au début. Non, mais un poussin de quelle espèce, tu sais? Un poussin de poule, tu veux dire? Non, c'est pas un poussin de poule. Alors, encore un. Ça va venir. Alors, toi, avec les lunettes au dernier rang, ouais. Un kiwi? Ah, je sais même pas comment on produise les kiwis. Non, c'est pas un kiwi. Pour l'instant, vous avez plein d'idées. C'est super parce que vous connaissez plein d'oiseaux, mais c'est pas les sons. Je vous en fais écouter un autre et puis après, on va voir qui est-ce qui produit tout ça. Ok. Oups. Ah ben voilà. Zut, c'était pas ça que je voulais faire. Et en plus, vous savez quoi, dans ma diapositive, il y a une erreur. J'ai inversé, mais c'est pas grave. Alors le premier oiseau qu'on a entendu là, quelque chose de très grave, ça faisait ouh, 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 ouh. C'était les oiseaux là-haut là. On appelle ça des bucorves du Sud. Ils vivent en Afrique du Sud. Celui qui faisait des booms, le numéro 2 qu'on a entendu, c'est une outarde. C'est un oiseau qui vit au nord de l'Afrique, notamment au Maroc. Outarde oubara. Le troisième qu'on a entendu, il y a une inversion dans mes images. Ça, c'est pour voir si moi je suis bien et si vous suivez bien. Le troisième qu'on a entendu, c'était une mésange charbonnière. Celui où vous avez tous fait « Waouh, je sais ». Et je pense qu'effectivement, vous l'avez déjà entendu parce que c'est un oiseau qu'on peut entendre, qui vit communément en ville, à la campagne, qui vit un peu partout et qu'on entend très souvent chanter. Le quatrième, c'était un rouge-gorge familier. Le cinquième, du coup, qui est là marqué en numéro 3, pardon, c'est une alouette des champs, qui est aussi un oiseau commun, mais qu'on va trouver uniquement à la campagne. Et le sixième, c'était le merle noir, que vous avez peut-être déjà entendu, puisque c'est un oiseau qui vit bien dans les jardins en milieu urbain ou à la campagne. Alors, je vois des mains qui se lèvent, donc je veux bien répondre à la question, mais je ne vais pas répondre trop à toutes les questions, sinon on ne va pas arriver à dépasser la deuxième diapositive. Oui, dis-moi. Est-ce que je peux répéter le nom des oiseaux? Alors, bucorve du Sud. 2, outarde oubara. 3, donc là c'est qui est marqué 3, c'est alouette des champs. 4, rouge-gorge familier. 5,
mésanges charbonnières, je vais trop vite en fait. Je pourrais les donner après si tu veux. Hein, je pourrais vous les donner à tous, la liste des noms d'oiseaux. Et 6, merle noir. Et je suis d'accord avec toi, moi je trouve ça très beau d'entendre des noms d'oiseaux. Moi j'aime bien faire des listes de noms d'oiseaux. Mais bon, on reviendra là-dessus à un autre moment et je vous les donnerai, d'accord? Je vous les donnerai tous. Alors, ce que vous avez entendu, c'est que avec ces 5 espèces, vous avez entendu une grande diversité de sons. Il y en avait qui produisaient des booms, d'autres qui produisaient des choses très variées. Bref, rien qu'en 5 espèces, il y a une grande diversité de sons. Il faut se demander un petit peu comment ces sons sont produits. Alors je vous propose de regarder une petite vidéo qui vous explique ça. Mais avant, j'ai une question. Comment vous produisez des sons? Est-ce que vous savez quel est l'organe vocal? Alors toi qui as levé la main en premier, oui? Alors comment toi tu produis des sons? C'est pas tellement comment l'ordinateur produit des sons, mais comment toi tu fais pour produire des sons? C'était ça ma question. Oui? Des cordes vocales, absolument. Je suis sûre que vous saviez tous ça. Ou vous vous doutiez que l'organe vocal, que vous pouvez sentir, là vous voyez si je parle, il y a quelque chose qui vibre dans mon cou, dans ma trachée, en fait, et ce sont mes cordes vocales qui sont nichées dans ma trachée. Chez les oiseaux, c'est un peu la même chose. L'organe vocal, il est aussi situé dans la trachée. Donc la trachée, c'est ce qui est en communication avec les narines et puis le fond de la bouche, qui permet de respirer. Et chez les oiseaux, vous voyez, comme c'est illustré sur la... Ah, on a oublié le pointeur, c'est pas grave. Comme c'est illustré sur l'image, vous voyez en transparence où est localisé l'organe vocal des oiseaux qu'on appelle la syrinx. Alors j'ai un petit film pour vous illustrer ça. Alors là, on vient entendre les vocalisations de cet oiseau, le cardinal rouge. Et vous voyez, il a, au niveau de sa trachée, à l'intérieur de la trachée, des espèces de petites membranes qui peuvent vibrer. Et ce que vous voyez en bleu, c'est l'air qui passe à travers les membranes, l'air qui est expulsé. Et en fait, les membranes, les oiseaux peuvent contracter ces membranes, ce qui va permettre de moduler les sons. Voilà comment le cardinal produit des sons avec sa syrinx, et voilà comment tous les oiseaux produisent des sons. Et alors, il y a un truc un peu extraordinaire, c'est que cette syrinx, cet organe, il est situé dans la trachée, à l'intersection entre la trachée et les bronches. Et en fait, la trachée, les bronches, c'est fait en cartilage et membrane. Et on peut retrouver des fossiles d'oiseaux dans lesquels on a retrouvé des syrinx. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ce que vous avez ici sur cette photo, c'est un morceau de fossile d'oiseau, donc c'est de la pierre, parce que l'oiseau, il a vécu il y a très très longtemps, il y a 66 millions d'années. Donc il y a des oiseaux sur Terre depuis avant 66 millions d'années. Et on a retrouvé dans le fossile la morphologie de la syrinx. C'est-à-dire que c'est la première syrinx, le premier organe vocal connu. Et là, vous avez sur la photo qui est à votre droite, une représentation artistique de comment on imagine que cet oiseau était. Ça ressemblait un peu à une noix, quelque part, et on voit sa syrinx, et c'est la première syrinx connue. Par contre, ce qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas des fossiles de son, on ne sait pas quel son produisait cet oiseau il y a moins de 66 millions d'années. Alors,
Maintenant qu'on sait à peu près comment ils produisent, c'est pas mal de se demander comment ils entendent. Est-ce que vous avez déjà vu les oreilles d'oiseaux? Est-ce que les oiseaux ont des oreilles d'après vous? C'est quand même... Alors en fait, je crois que vous avez tous raison. Que vous disiez oui ou non, vous avez raison, parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on regarde cette mésange charbonnière, on ne voit pas ses oreilles. En fait, ces oreilles, elles sont localisées sous les plumes. Et elles n'ont pas, comme chez beaucoup de mammifères et comme vous avez, elles n'ont pas des oreilles, un pavillon externe bien net, bien délimité, bien visible. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas d'oreilles, ça veut juste dire qu'elles n'ont pas le pavillon externe. Alors, ce pavillon externe, chez un autre oiseau, là, chez ce casoar, on le voit bien. On voit bien, il y a une espèce de... comme une dépression, un trou en arrière de l'œil. Et en fait, ben ce trou, qui est exactement le même que ce que vous avez, vous, au niveau de votre tympan, il va être en communication avec cette oreille-là. Cette oreille, on appelle ça l'oreille interne des oiseaux. Alors là, c'est très, très grossi. Hein. Et en fait, c'est un ensemble de petites structures osseuses qui va contenir des cellules sensorielles qui sont sensibles au son. Donc oui, les oiseaux ont bien des oreilles, on ne les voit pas de l'extérieur, mais ces oreilles leur permettent de percevoir les sons et leur permettent de les percevoir très bien. Les oiseaux ont une très, très, très bonne oreille. Alors, puisqu'on parle d'oreilles et d'oiseaux qui s'écoutent entre eux, là, je vais vous parler un tout petit peu de maintenant pourquoi est-ce que nous, les humains, les humaines, on peut avoir envie d'écouter les oiseaux. Donc la grande question, c'est pourquoi écouter les oiseaux? Pourquoi écouter les oiseaux? Et c'est là que je vais essayer de vous décrire un peu ce que fait un chercheur ou une chercheuse en bioacoustique quand il étudie les vocalisations des oiseaux. Alors pour commencer, il faut enregistrer les vocalisations, les chants des oiseaux. Comment est-ce qu'on enregistre? Eh bien, on enregistre avec, par exemple, le matériel qui est présenté sur cette diapositive et puis que j'ai amené. Alors voilà le matériel. Ici, dans cette structure en mousse, vous avez un micro qui est logé. La structure en mousse permet d'isoler le micro, notamment du vent ou de la pluie. Et puis autour, vous avez cette structure. Ça, c'est ce qu'on appelle une parabole. Et ça va permettre de focaliser les sons sur le microphone. Donc, par exemple, si je voulais enregistrer la personne qui est là-bas, tout au fond, je ne vais pas le faire, je n'ai pas de piles. J'ai oublié mes piles. Mais si je voulais enregistrer la personne qui est tout au fond là-bas, et qui serait en train de parler ou de produire des sons, ben je vais diriger le micro vers elle et les sons vont converger grâce à la parabole sur le microphone et ensuite le microphone enregistre et c'est enregistré dans un petit enregistreur comme ça peut être un grand aussi, hein, vous voyez, et un appareil comme ça. Et c'est ce que je tiens là sur cette photo également. Et puis on utilise aussi un casque à ce moment-là pour enregistrer bien. Alors là, je ne vais pas enregistrer la personne, mais c'est ce que j'utilise si j'enregistre des oiseaux. Ça peut être un des types d'appareils. Je vais le laisser là, essayer de ne pas le faire tomber. Voilà. Alors, vous voyez, en utilisant ce dispositif, il y a quelqu'un qui tient le micro. Parfois, on enregistre aussi sans qu'il y ait personne pour tenir le micro. On a des boîtiers, comme celui qui est en photo sur l'écran, et qu'on accroche. Et en fait, dans ce boîtier, il y a l'enregistreur, les micros, et ça marche en continu. Et ça va permettre d'enregistrer en continu pendant très longtemps. Et puis ça va permettre de ne pas être près des oiseaux, pour ne pas les déranger. Il y a une autre technique aussi qui consiste à ne pas les déranger. Vous voyez, vous vous souvenez, tout à l'heure, on a vu l'Outar d'Oubara. Vous avez entendu ces booms, là. Ben, ces booms, pour les enregistrer, il a fallu placer tout le matériel d'enregistrement dans
la structure qui est sur la photo, là, qui est une espèce de faux rocher. La loutarde au bara, elle vit dans un endroit, dans son milieu, il y a plein de il y a des petits rochers. Et on a construit un faux rocher et on a mis dedans le matériel pour enregistrer, qui marchait tout seul. Et on a placé ce faux rocher près des endroits où on espérait que les outardes ou baras seraient pour pouvoir les enregistrer. Parce qu'on ne pouvait pas s'approcher de ces oiseaux, parce qu'en fait, ils sont trop furtifs, inquiets, et que si on les approche, on les dérange et ils s'en vont. On peut aussi même, quand même, mettre des enregistreurs directement sur l'oiseau. Alors là, c'est une autre outarde ou bara, celle-là, on l'avait capturée, et on a pu placer directement sur elle un micro, un enregistreur, de façon à pouvoir enregistrer à distance ce qu'elle produisait vraiment tout près d'elle, si vous voulez. D'accord ? Donc on peut enregistrer soit en se focalisant, soit en utilisant des appareils qui enregistrent en continu et qui ne vont pas avoir besoin de quelqu'un pour les tenir, soit directement en plaçant des capteurs sur les oiseaux. Alors bien sûr, quand on enregistre, on ne va pas enregistrer un seul oiseau. Par exemple, quand on a étudié les vocalisations de l'outarde ou bara, que vous avez vu en photo juste avant, vous avez ici une carte. Et sur cette carte, donc c'est une carte, on est au Maroc, sur cette carte, vous avez des différents points. Et en fait, les points qui sont indiqués en vert, c'est les points où on a enregistré différents outardes. Donc vous voyez qu'il y en a eu un certain nombre qui a été enregistré. On voit plein de points, on ne va pas les compter, ce n'est pas utile. Et vous voyez qu'elles ont été enregistrées dans leur milieu naturel, dans leur environnement, grâce au faux rocher, hein, et grâce au micro, bien sûr. Et donc, on enregistre plusieurs individus. C'est aussi ce qu'on va faire. Tout à l'heure, on a entendu, vous vous souvenez, on a entendu un petit bout de chant de rouge-gorge. Là, sur cette photo, vous voyez, on est à l'université Paris-Saclay. Et ce que vous avez, c'est de nouveau des cartes, ou plus exactement, c'est des vues satellites. Et chaque carré, chaque forme marron, ça représente le territoire d'un rouge-gorge. Et les petites couleurs, elles correspondent aux couleurs des bagues que l'on met à la patte des oiseaux pour pouvoir les reconnaître. On va capturer les oiseaux, juste le temps de leur mettre une bague, et ensuite, avec des bagues de couleurs différentes, ça permet d'identifier les oiseaux. Vous voyez celui qui a vert-jaune, là, à sa patte, eh ben, son territoire, il est tout là-haut. On l'avait appelé 12 LYG, c'est en fonction de la couleur de la bague, en fait. Hein. Et il était dans ce territoire là-bas, et on est allé l'enregistrer dans ce territoire là-bas pour enregistrer, pour avoir une idée de comment différents individus oiseaux produisent des chants. Là, vous avez juste une petite illustration, c'est pour vous montrer à quoi ressemble un filet qu'on utilise pour capturer les rouges-gorges. Voilà, c'est un filet, on le place et en fait, les oiseaux vont se prendre dans le filet. On fait très attention à ne pas les blesser, on ne les laisse pas longtemps du tout et surtout, on ne fait jamais ça. Il est absolument interdit de capturer des oiseaux si vous n'êtes pas assermenté pour le faire, et on travaille en fait avec des gens qui ont l'autorisation de le faire. D'accord ? Personne n'a le droit de capturer des oiseaux s'il n'a pas suivi une formation pour ça et s'il n'a pas toutes les connaissances pour le faire. Alors ensuite, une fois qu'on a enregistré les vocalisations, eh ben on revient de l'extérieur, on rentre au laboratoire, et au laboratoire, on va travailler sur notre ordinateur. Et sur notre ordinateur, on va essayer de transformer ce que l'on entend en éléments visualisables et mesurables. Alors, je vais vous montrer, je vais vous faire une petite démonstration sur cette vidéo. Voilà, je vous laisse découvrir, je lance la vidéo.
Pardon. Vous l'avez reconnu? Ah, ça marche plus. Si, pardon. Vous l'avez reconnu? Ah non, je crois que ça marche plus. La mésange charbonnière, vous êtes super fort, bravo. Eh bien, vous l'avez reconnu et vous avez pu voir que sur cette représentation, au moment où les sons, les notes de la mésange sont produits, vous pouvez les visualiser. Vous les visualisez, alors, j'aimerais bien, on va faire, hop, voilà. Vous voyez mon point rouge là? Alors, quand on les visualise, ce qui est représenté ici, c'est la fréquence. Et vous avez vu que ça défilait au fur et à mesure du temps. Et vous voyez des espèces d'images qui, en fait, vont représenter les sons que vous avez entendus. On peut continuer. Ah, c'est ça le problème avec le pointeur. On va l'arrêter. Voilà. Je continue parce que ça va vous permettre de comparer. Avec un autre son. Vous l'avez reconnu aussi, celui-là? Alors, toi, là, à côté du jeune homme à la casquette orange, oui? C'est le merle noir. Mais bravo, vous êtes trop fort. C'est exactement le merle noir. Et du coup, ce que vous voyez là, c'est le spectrogramme, c'est-à-dire la visualisation de toutes les notes produites par le merle noir. Et regardez, maintenant, là, sur cette diapositive, j'ai mis à côté le chant de la mésange charbonnière et le chant du merle noir. Vous avez peut-être entendu que la mésange charbonnière, elle produisait plus aigu que le merle noir. Aigu, ça va être quand on fait i. Grave, ça va être quand on fait oh, comme ça. Vous êtes d'accord avec ça? Vous avez... Eh bien, regardez, la mésange charbonnière, elle produit un chant qui est plus aigu, c'est-à-dire qui est plus élevé en fréquence que le merle noir. Vous voyez, là, j'ai tracé les notes les plus basses du merle noir et on voit qu'elles sont plus graves. Le spectrogramme, cet outil de visualisation, il va nous permettre de mesurer les fréquences des vocalisations des oiseaux. Il va nous permettre de mesurer les durées des vocalisations des oiseaux. Et toutes ces mesures, elles vont nous permettre de décrire les vocalisations que l'on a enregistrées, de les caractériser et de les reconnaître. Par exemple, maintenant que vous êtes hyper calé, je suis sûre que vous allez peut-être que vous allez pouvoir reconnaître à l'oreille et sur le spectrogramme les vocalisations de ces oiseaux-là. Alors, la jeune fille avec des lunettes, oui, toi là, toi. Alors, tu dis un rouge-gorge? Alors, c'est pas tout à fait un rouge-gorge. Je prends une deuxième réponse, j'essaye de... Mais c'est pas très grave si alors, avec la chemise rayée, ouais, toi? Ah non, c'est toujours pas un rouge-gorge. Alors, c'est pas grave. En fait, sinon, on n'aura pas le temps. Mais on pourra revenir là-dessus sur des histoires de chant. Vous voyez que, en fait, d'écouter,
mais aussi de visualiser. Ça vous permet d'apprendre à reconnaître. Et en fait, c'était la mésange charbonnière et le merle noir. Et en fait, vous voyez que dans cet enregistrement, la mésange charbonnière et le merle noir chantaient presque en même temps, mais comme ils n'ont pas les mêmes fréquences, on arrive à distinguer le chant de la mésange charbonnière, qui est un peu plus aigu, et le chant du merle noir, qui est un peu plus grave. Et à force de les analyser, à force de les écouter, on va pouvoir reconnaître les différents chants, les différentes espèces. Alors, ça sert à nous, les humains, pour savoir qui on écoute, pour pouvoir les étudier, mais ça sert aussi aux oiseaux. Les oiseaux, parce que leurs chants sont différents entre les espèces, ils arrivent à identifier l'espèce rien qu'en écoutant, et notamment les chants de leur propre espèce. Parce que le chant de la mésange charbonnière a quelque chose de caractéristique. Quand on écoute une mésange charbonnière, on peut apprendre que c'est une mésange charbonnière, mais la mésange charbonnière, elle reconnaît aussi les caractéristiques spécifiques du chant de mésange charbonnière. Alors, on peut, je vais passer un peu plus vite, mais lorsqu'on utilise le spectrogramme, par exemple, tout à l'heure, vous avez entendu le chant de l'alouette, vous voyez que ici, vous avez une illustration d'un morceau du chant d'alouette, et ce morceau du chant d'alouette, il est constitué par plein d'unités sonores et qui sont toutes différentes. Vous êtes d'accord que quand vous regardez toutes ces formes, il n'y en a pas une qui est la même que l'autre. En fait, l'alouette, elle a un nombre de notes différentes très importantes. Pour les analyser, on peut dire, OK, on va attribuer un numéro à chacune de ces notes différentes. Et en faisant ça, on peut les appeler des syllabes aussi, on va pouvoir comparer les notes, les syllabes, entre les chants de différents oiseaux, de différentes alouettes. Ici, vous avez 3 spectrogrammes, et chacun des spectrogrammes, c'est le chant d'un individu, d'une alouette. Donc il y a 3 alouettes différentes qui ont chanté. Et puis on a regardé toute la composition des syllabes de ces chants. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que vous voyez que les 3 individus, eh bien, ils produisent tous 8, 9, 10, 3, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, dans le même sens, dans le même ordre. Et puis en fait, on s'est aperçu, en les analysant, que ces individus qui partageaient des éléments en commun, ils en partageaient à plusieurs endroits dans leur champ, et tous ces individus, c'était tous des individus voisins. Ils étaient établis dans des territoires proches. Alors on peut analyser plein d'autres choses comme ça. Je ne vais pas vous détailler tout. Ici, vous avez une espèce de diapositive qui, à mon avis, finalement, ne sert pas à grand-chose. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire plein de mesures comme ça sur les visualisations des sons qu'on a enregistrés et que ce sont ces mesures qui vont nous permettre de décrire les sons. Alors, il y en a quand même un que je veux vous remontrer. Vous vous souvenez, au tout début, on l'a entendu, lui. Peut-être que juste à l'oreille, vous êtes capable de dire, il y en a un qui fait ou, et l'autre qui fait u. Ils ne sont pas tout à fait à la même fréquence. Vous êtes d'accord avec ça? Ils sont pas, c'est pas exactement, on entend 2 choses comme ça, on entend ou et u. Ça, c'est ce qu'on entend à notre oreille. Et c'est aussi ce que l'on peut voir dans la représentation qui est en dessous. Et en fait, celui qui produit le plus grave, en fait, vous avez 2 oiseaux, vous en avez même 3
dans cet exemple-là, qui produisent en même temps. On dit qu'ils produisent des chorus, et on va pouvoir, en analysant grâce au spectrogramme, déterminer qui produit le plus grave, qui produit le plus aigu. Et en fait, on s'est aperçu que c'était plutôt les individus qui sont des mâles qui produisent plus grave que les individus femelles, mais que tous faisaient la même mélodie, à peu près. D'accord? Ok. Alors là, on a passé beaucoup de temps à décrire comment on enregistre, comment on analyse. Maintenant, il faut que je vous explique comment on cherche et comment on comprend pourquoi les oiseaux vocalisent. Et puis après, on pourra passer à des questions. Donc pourquoi est-ce que les oiseaux vocalisent? Parce qu'ils se transmettent des informations. Ils se transmettent des informations, et ces informations, elles sont portées par les paramètres, par les caractères que vous avez pu visualiser grâce au spectrogramme, par des paramètres physiques. Et alors, comment on demande ça aux oiseaux? Eh bien, on va, pour comprendre comment les oiseaux se parlent, en fait, on va diffuser des vocalisations aux oiseaux et on va observer leurs réponses comportementales. Alors là, je vais aller chercher un autre outil d'étude que j'utilise dans ces cas-là. Ce que vous avez ici, c'est un petit haut-parleur. Parfois, on utilise des beaucoup plus gros haut-parleurs, notamment quand on travaille sur des gros oiseaux. Mais là, c'est un petit haut-parleur. Et comment je vais faire pour comprendre ce que se disent les oiseaux? Je vais, par exemple, vous vous souvenez, on a parlé de l'alouette. Hein, je vais utiliser ce haut-parleur pour diffuser un chant d'alouette. Donc, qu'est-ce que je vais faire si je vais vraiment sur le terrain, je retourne dehors. Je vais poser, on va dire que je vais le poser là. Je vais imaginer que je suis venue poser le haut-parleur dans le territoire de l'oiseau à qui je vais diffuser des sons. Alors évidemment, je ne fais pas ça comme ça, je suis un peu discrète. Hein. Et puis ensuite, pour ne pas déranger l'oiseau, je vais m'écarter. Alors beaucoup plus loin, mais là je vais pas partir à l'autre bout. Je vais me cacher un peu. Et je vais diffuser à distance le chant de l'alouette à l'oiseau que j'ai observé dans son territoire. Et qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là? Je vais tout noter ce que fait l'oiseau. Est-ce que l'oiseau se rapproche du haut-parleur? Est-ce que l'oiseau tourne autour du haut-parleur? Est-ce que l'oiseau commence à produire des chants? Est-ce qu'il se déplace dans tous les sens? Et tout ça, je vais le noter. Et je vais comparer ce que fait l'oiseau quand on lui diffuse le chant, par exemple, de son voisin, ou quand on lui diffuse le chant d'un oiseau qu'il ne connaît pas du tout. Et c'est les réponses de l'oiseau, tous ces comportements que j'ai observés, qui vont m'indiquer comment l'oiseau perçoit les différences entre les chants. Alors j'ai un exemple, je ne sais pas si j'ai encore du temps, à dire vrai. Est-ce que c'est bon pour le temps? Oui, ça a l'air. J'ai un exemple, alors là, ce n'était pas sur une alouette, j'ai un petit film, et j'ai testé un tout petit oiseau, et ça va aller très vite, et l'oiseau est vraiment tout petit. Je vous indique, ce haut-parleur-là, je l'avais caché, il était caché, donc on était dans le territoire d'un troglodyte mignon, et le haut-parleur, il est caché sous la branche. Vous voyez, il est indiqué par une flèche rouge, mais en fait, vous ne pouvez pas le voir. Voilà ce que ça donne, la réponse d'un troglodyte. Alors, il faut bien vous concentrer parce que le troglodyte, il est vraiment tout petit et il bouge beaucoup.
Vous voyez, c'est lui là qui bouge, qui est passé sous la flèche. Et vous entendez non seulement son chant en réponse, et vous entendez aussi le chant qui est diffusé par le haut-parleur. Il est là-bas, là. Ah, puis il va se rapprocher, il va se poster juste là. Et il chante, et il se déplace dans tous les sens. Et voilà, l'expérimentateur, ce qu'il va faire, le chercheur, la chercheuse, ce qu'il va faire, c'est qu'il va noter tout ça. Et il va mesurer. Comme ça, il va pouvoir compter combien de temps le troglodyte s'est déplacé autour du haut-parleur, combien de chants il a fait. Et il va mesurer tout ça. Alors, parfois, ici, vous avez un autre dispositif pour tester un autre oiseau. Vous vous souvenez de l'Outardubara, ce gros oiseau qui fait bouh, là, dont on a dit qu'elle n'aimait pas beaucoup qu'on l'approche. En fait, dans ce dispositif expérimental, il y a bien un haut-parleur. Le haut-parleur, il est indiqué par la première flèche bleue. Il est camouflé sous un filet de camouflage. Et puis, un des expérimentateurs, il est derrière. Il est caché derrière le haut-parleur, sous le filet. Et il est resté là tout le temps des expériences, tout le temps où on a diffusé des sons aux outardes pour essayer de comprendre comment elles communiquaient. Voilà. Comprendre comment elles communiquaient, ça consistait à leur diffuser différents types de sons et à regarder comment, pareil, est-ce qu'elles se déplaçaient, est-ce qu'elles s'approchaient du haut-parleur. On a fait la même chose avec l'alouette dont je vous ai parlé tout à l'heure. On retrouve le même schéma que je vous ai montré, les spectrogrammes. Et c'est ce qui a permis de montrer, par exemple, que toutes ces notes en commun dans le champ de différents individus, elles étaient reconnues par tous les individus voisins. Ici, sur ce schéma-là, vous avez... vous voyez ma souris, c'est parfait. Vous voyez un oiseau, chacun dans son territoire. Et en fait, les oiseaux, ils se reconnaissent entre eux parce que dans leur champ, ils produisent des éléments qui sont similaires et qui vont leur permettre de se reconnaître. Alors maintenant, j'ai fini de vous présenter un peu, j'espère que je n'ai pas été trop longue, j'ai presque fini. Et j'ai envie de vous poser la question à vous, et on va essayer d'y répondre ensemble maintenant que je vous ai présenté ça. Pourquoi est-ce qu'on écoute les oiseaux alors? Ouais. Très bien, super. Oui, tu veux dire quoi? Pour écouter leur belle voix. Très bien. Ouais. Oui. Ouais. Ouais. Pour comprendre comment ils utilisent leur belle voix. Alors, je vais résumer, puis après, vous allez pouvoir me poser plein de questions. Donc, pourquoi est-ce qu'on écoute les oiseaux? Vous pouvez les écouter pour leur prêter attention, pour savoir qu'ils sont là, pour écouter leur belle voix. Je suis entièrement d'accord, et je suis entièrement d'accord que les belles voix des oiseaux, ça fait beaucoup de bien quand on les écoute. Pour les connaître, pour les reconnaître, et non seulement vous pouvez les reconnaître, mais on peut aussi utiliser les chants parce qu'on les reconnaît pour savoir s'ils sont bien là, donc on peut les utiliser pour les compter, pour estimer leur présence, et puis on va les écouter pour essayer de comprendre ce qu'ils se disent et comment ils se le disent. Et tout ça, ça veut dire qu'on va rejoindre, en fait, on va faire rejoindre de la science, de la connaissance
et juste de l'écoute, de la présence, ouais, de l'écoute. Hein. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Quand on fait une conférence, quelle qu'elle soit, une présentation, on remercie toujours, bien sûr, le public, mais on remercie aussi toujours les gens qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de cette conférence. Donc, je voudrais remercier encore Élodie Briffer, Clément Cornec, Kyle Mark Middleton, Cloris Maury, qui sont des étudiants avec qui j'ai travaillé pour faire de la recherche et qui ont travaillé sur les différents oiseaux que je vous ai présentés. Hein. Une partie des choses que je vous ai présentées, c'était issu de leur travail de recherche sur les vocalisations de ces oiseaux. Je vais aussi remercier tous les membres de l'équipe communication acoustique, et puis je remercie bien sûr les instituts scientifiques et académiques auxquels je suis rattachée. Et puis, je vous remercie, vous, toutes et tous, pour votre attention. Alors, avant, juste, il y a eu des questions en début de présentation. Je crois avoir répondu à l'une d'entre elles, puisque il y a 10 000 espèces d'oiseaux, à peu près. Et les autres, je me souvenais bien plus complètement. Je pense y avoir répondu à peu près en partie. Mais si vous voulez que j'apporte des précisions ou me reposer la question, parce que vous avez l'impression que je n'y ai pas répondu, n'hésitez pas à le faire. Mais voilà, je pense qu'on a un peu de temps, je ne sais pas quelle heure il est. Est-ce que les oiseaux, ils nous comprennent? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que les oiseaux... Nous, on arrive à... en fait, dans ta question, il y a... est-ce qu'il y a un parallèle, en fait? Est-ce que nous, on arrive à comprendre en partie ce que se disent les oiseaux et comment ils se le disent? Et est-ce que les oiseaux font la même chose? Je ne pense pas que les oiseaux... Alors d'abord, c'est très... Enfin, plein de réponses. La première réponse, c'est que on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas moyen de le leur demander. Et on n'a jamais vu des oiseaux prendre des micros, travailler sur ordinateur, aller diffuser des sons. Par contre, donc je ne suis pas du tout sûre que les oiseaux comprennent, ou au moins comprennent quand nous on parle, par exemple. Qui comprennent toutes les conversations entre humains. Par contre, je suis persuadée que les oiseaux observent le comportement des humains et sont en mesure d'interpréter ce comportement dans certains cas. Mais par contre, je ne dirais pas qu'ils comprennent nos mots. Sauf peut-être les oiseaux comme les perroquets. Les perroquets, ils sont capables d'imiter des sons, d'abord des sons de perroquets, et lorsqu'ils sont captifs, ils peuvent imiter des mots humains. Et on a montré qu'ils étaient capables d'associer le mot à l'objet désigné par le mot. Est-ce que ça répond à peu près à ta question? Oui? Comment vous avez découvert ce métier? Ah, c'est une super question. Comment j'ai découvert ce métier? Alors d'abord, j'ai fait des études à l'université en biologie et en écologie. Et ensuite, il y a un moment où j'ai été très attirée par l'étude
du comportement animal, l'éthologie. Donc j'ai fait des études d'éthologie. Et à ce moment-là, j'ai commencé à apprendre des choses sur les communications chez les animaux. Et j'ai commencé moi-même à faire de la recherche en tant qu'étudiante sur les communications sonores, mais pas du tout chez les oiseaux. J'ai travaillé sur la communication sonore, je suis sur une petite espèce de mouche. Et après que j'ai eu fait ça, j'ai eu envie de travailler sur des animaux plus gros. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup les oiseaux. Voilà. Alors, je réponds à ceux à qui on passe le micro parce que comme ça, tout le monde peut entendre la question. Oui. Pourquoi les corbeaux mangent-ils les pigeons? Alors, je n'ai pas de réponse à cette question, d'autant plus que je ne suis pas sûre que les corbeaux mangent les pigeons comme si c'était un repas régulier. Ça peut arriver peut-être, et je dirais que ça arrive notamment les jeunes pigeons, les oisillons pigeons, lorsqu'ils sont dans leur nid, ils peuvent être la proie de corneilles, c'est plutôt des corneilles, parce que les corneilles, oui, c'est dans leur éventail de proies. Par contre, les pigeons adultes ne sont pas mangés, à ma connaissance, par les corneilles adultes. Et pourquoi? Pour se nourrir, tout simplement. Comme, je ne sais pas, j'ai envie de répondre un petit peu de manière... Enfin, pour ouvrir un peu, pourquoi on mange des poulets? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce métier? Comprendre, essayer d'être ouverte et de comprendre comment est le monde, et notamment le monde des animaux. Il n'y a plus de piles, c'est ça? Ah, c'est parce que, pardon, je ne regardais pas au bon endroit. Oui, ça y est. Pourquoi les canards volent-ils? Oh, pour se rapprocher du ciel. Je sais, enfin, parce que, en fait, dans ta question, il y a plusieurs choses. On peut dire pourquoi ils volent. En fait, c'est plutôt comment ils volent. Ils volent parce qu'ils ont des ailes. Et pourquoi, à quoi ça leur sert de voler? Pour se déplacer. Et ils peuvent marcher comme nous, mais ils peuvent aussi voler. Et le vol permet aux oiseaux de se déplacer sur des beaucoup plus grandes distances, éventuellement, et beaucoup plus longtemps. Donc c'est un moyen de se déplacer qui est propre aux oiseaux et qui va leur permettre de se déplacer sur des plus grandes distances. Voilà. Oui. Est-ce qu'il y a des espèces d'oiseaux qui ne parlent pas? C'est une très belle question. Alors, il y a la majorité des espèces d'oiseaux parlent, c'est-à-dire produisent des vocalisations qui peuvent être très 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 variées. Là, j'ai présenté seulement une toute petite variété. Mais il y a aussi des espèces d'oiseaux qui vont produire très peu de sons, ou certains qui produisent des sons qu'on n'entend pas. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, au début de la présentation, quand j'ai montré l'oreille d'un gros oiseau avec une tête bleue, là, le casoar. Et le casoar, il produit des sons, mais il produit des sons que toi, tu ne peux pas entendre, parce qu'il les produit à une fréquence que notre oreille d'humain n'est pas capable de capter. Ils produisent des infrasons.
Après, des oiseaux complètement muets, non, j'en connais pas spécifiquement, mais c'est vrai qu'il y a des oiseaux il y a des espèces qui produisent énormément de vocalisation et d'autres qui sont beaucoup plus discrets. Voilà. Vers quel âge vous avez commencé à vous passionner sur les oiseaux? C'est venu petit à petit. Je crois que j'ai toujours bien aimé les oiseaux, mais c'est venu... je sais pas, vers quel âge, à partir de l'âge de 28-29 ans, je crois, j'ai commencé ouais, allez, on va dire un âge, parce qu'il faut bien dire un âge. Je pense que j'ai commencé à m'y intéresser de plus en plus à partir de l'âge de 27 ans à peu près. Et qui a correspondu au moment où j'ai commencé à les étudier, et aussi au moment où j'ai commencé à emmener des étudiants sur le terrain pour les observer et pour reconnaître leurs chants, etc. Donc ça fait un peu longtemps. D'autres. Alors, qui me parle? Je vois pas. Ah, pardon, je te vois pas. Est-ce que les animaux peuvent parler avec d'autres animaux? Est-ce que les oiseaux peuvent parler avec d'autres animaux? Tu veux dire entre espèces différentes d'oiseaux? Oui. Alors, c'est une très très bonne question. Parler, je dirais pas échanger une conversation. Mais par contre, par exemple, il y a des vocalisations qui sont produites. Il y a des vocalisations qui sont produites dans un contexte d'alerte, d'alarme. Tu as peut-être déjà entendu des merles qui alertent. Ils font pic, 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 comme ça, là. Et en fait, on sait que lorsque le merle fait pic, 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 des oiseaux d'autres espèces écoutent ces vocalisations et ils sont sensibles et ils sont aussi alertés. Donc ça veut dire qu'ils identifient les signaux qui ont les mêmes fonctions et les fonctions d'alerte entre espèces. Par contre, ce n'est pas vrai pour tous les... On n'a jamais vraiment observé une mésange charbonnière qui discute avec un merle noir. Voilà. Pourquoi les oiseaux n'ont pas la même voix que les humains? Alors, j'essaye de voir qui m'a posé la question, parce que c'est toujours plus facile. Ah, pardon, ok. Oui. Alors, pourquoi les oiseaux n'ont pas la même voix que les humains? Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'ils n'ont pas le même organe vocal. La deuxième raison, c'est que les humains sont beaucoup plus gros que les oiseaux. J'imagine que quelque part, il y a quelque chose dans ta question qui est pourquoi est-ce que les oiseaux ne parlent pas comme nous avec une voix et font des mots? En fait, les oiseaux, ils ne font pas des mots, mais ils peuvent faire différentes syllabes, différents sons qui ne vont pas constituer des mots, mais qui vont constituer différents éléments. Donc, la première réponse, c'est qu'en fait, l'organe vocal n'est pas du tout le même. Et aussi, les fonctions ne sont pas exactement les mêmes. Les fonctions des vocalisations ne sont pas exactement les mêmes. Pourquoi les pigeons, ils ont peur des humains? Parce que les humains ne sont pas toujours sympas avec les pigeons. Je dirais ça comme réponse. Tu t'es déjà fait picorer par un oiseau? Enfin, blessé par un oiseau? Blessé par un oiseau? Non. Je ne me suis jamais fait attaquer par un oiseau. Mais ceci dit, ta question, elle est intéressante.
Sur les photos, là, j'ai montré les photos d'oiseaux. Ces photos, elles ne sont pas pédagogiques parce qu'on n'a aucune idée de la taille réelle de l'oiseau. Mais le bucorve du Sud, là, cet oiseau avec sa gorge rouge et son grand bec noir, là, c'est haut comme ça, cet oiseau. Et donc, quand on est à côté de cet oiseau et qu'il a un bec grand comme ça, on fait attention parce que le bec, il est un coup de bec, on n'a pas envie de prendre un coup de bec. Et c'est vrai pour tous les oiseaux, mais là, comme il est grand, on peut avoir un peu peur, finalement. Hein. Mais a priori, les oiseaux n'attaquent pas les humains, sauf si les humains attaquent les oiseaux. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel labo? Tu veux dire la recherche, les recherches? Non, bah non. Il faut que je sois dans un laboratoire où il y a d'autres gens qui s'intéressent au comportement des animaux et aux vocalisations des animaux. Les oiseaux mangent quoi? Plein de choses. Ça dépend des oiseaux. Les oiseaux peuvent manger des graines, des végétaux, des insectes, des mammifères, des vertébrés, d'autres oiseaux. Tu vois, il y a une chose certaine, c'est que au moment de la reproduction, c'est-à-dire au moment où ils vont avoir des jeunes, ils vont beaucoup consommer d'animaux, donc que ce soit des insectes ou des plus gros animaux suivant la taille de l'oiseau, parce que ça donne des apports en protéines pour leurs jeunes. Il reste encore 2 questions. Depuis quand vous êtes ici? Alors ici, je suis arrivée ce matin à 9h15. En fait, je ne travaille pas ici. Je viens de la région parisienne, dans le sud de la région parisienne, et je suis arrivée pour faire la conférence devant vous ce matin à 9h15. Pourquoi les pingouins volent pas? C'est une question difficile à répondre de manière rapide. Alors, les pingouins ne volent pas parce qu'à l'heure actuelle, tous les pingouins ont des ailes qui n'ont pas la morphologie qui leur permette de voler et qui ont en fait une morphologie qui est adaptée à faire des mouvements pour nager. Et alors, ce n'est pas les pingouins qui ne volent pas, c'est les manchots qui ne volent pas. Les pingouins volent. Les pingouins, ils volent et ils nagent. Mais les manchots qu'on trouve dans l'hémisphère sud, c'est d'autres espèces, eux, ils ne font que nager. Ils vocalisent aussi, hein, ils vocalisent. Mais bon, ils nagent. Et pourquoi au cours de l'évolution, en fait, leur mode de locomotion qui s'est spécialisé, c'est celui de la nage. Et ils ne peuvent pas voler. Ils ne peuvent pas voler, leurs ailes ne leur permettent pas de voler. Et c'est, à la différence les plumes des manchots sont très particulières. Elles ne permettent pas de faire comme une voile, comme une surface portante qui va reposer sur l'air. Pourquoi il y a des animaux qui volent pas? Merci pour ces questions et vous pourrez aller après poser d'autres questions à Fanny Ribac. Merci à tout le monde et à très bientôt, j'espère, pour ma première conférence.
Rano, qu'est-ce qu'on dit son prénom?